Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Voilà, nous y sommes à la 4e et dernière saison d'À la recherche de l'être. Cette saison correspond au CD numéro 2 qui s'appelle Avis de tempête. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très contente et enchantée et excitée de commencer cette nouvelle saison avec le premier épisode qui s'appelle La Porte, qui est un sujet passionnant, enrichissant, qui nous concerne tous. Et je crois que tu as beaucoup de choses à dire. Oui, Alors on commence par écouter ta chanson. allons-y. Le temps des adieux sur le palier, il a l'air radieux, très hospitalier. Personne ne peut imaginer, personne ne peut rien deviner, suis enchaîné. On dirait de loin que c'est le bonheur, et Dieu m'est témoin, je commence à avoir peur. Personne ne sait que tout à l'heure il va muter en prédateur, le bienfaiteur. La porte est fermée et d'un seul coup, il s'est transformé en un loup. Tout à coup, le masque est tombé, rien ne va l'arrêter. Le fou, c'est un vrai loup-garou. Pourtant au début, il était charmant. J'ai très longtemps cru que c'était ma faute à moi. C'est lui, j'ai compris maintenant. Il doit détruire pour exister, sans émoi. La seule personne qu'il aime, c'est lui-même. La porte est fermée et d'un seul coup, il s'est transformé en un loup. Tout à coup, le masque est tombé, rien ne va l'arrêter. Le faux, c'est un vrai loup-garou. Pourtant au début, il était charmant. J'ai très longtemps cru que c'était ma faute à moi. C'est lui, j'ai compris maintenant. Il doit détruire pour exister, sans émoi. La seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Ouais, Enfin, moi, je ressens l'émotion que tu as voulu partager là-dedans avec cette porte et cette personne différente. Est-ce que tu peux nous lire les paroles? Oui, la porte. Le temps des adieux sur le palier, il a l'air radieux, très hospitalier. Personne ne peut imaginer,
personne ne peut rien deviner. Suis enchaîné. On dirait de loin que c'est le bonheur. Et Dieu m'est témoin, je commence à avoir peur. Personne ne sait que tout à l'heure, il va muter en prédateur, le bienfaiteur. La porte est fermée et d'un seul coup, il s'est transformé en un loup. Tout à coup, le masque est tombé. Rien ne va l'arrêter, le fou. C'est un vrai loup-garou. Pourtant, au début, il était charmant. J'ai très longtemps cru que c'était ma faute à moi. C'est lui, j'ai compris maintenant. Il doit détruire pour exister, sans émoi. La seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Merci, merci beaucoup. Bon, je pense que comme je le disais, tu as beaucoup de choses à dire. Alors, elle parle en fait de quelqu'un de ma famille, une pièce rapportée de ma famille, qui était pervers narcissique, et moi, j'ai rien vu. Et en fait, j'ai su après que, effectivement, c'est quelqu'un qui avait deux facettes. En public, il était charmant, et puis dans le privé, c'était une horreur. Ce que je voudrais, avant de détailler un petit peu ce que c'est qu'un pervers narcissique, juste parler du narcissisme en général, ce qui est un sujet que je connais bien, parce que j'ai vécu un peu toute ma vie dans mon entourage des gens comme ça. Donc je pourrais en parler. Ce qui est très important à comprendre, c'est que donc je vais parler de trois choses. Premièrement, le narcissisme grandiose qu'on connaît tous, exemple Trump. Deuxièmement, le narcissisme vulnérable. Les narcisses vulnérables, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais qui est très fréquent. Et il faut vraiment connaître ça parce que ça évite beaucoup de problèmes. Et troisièmement, je finirai par le pervers narcissique. Parce que ces notions, en fait, elles sont un peu galvaudées. On en entend parler dans les journaux, etc. Mais c'est souvent déformé. Je commence par le narcissisme grandiose. Le narcisse, c'est quelqu'un, comment dirais-je, à la base, il n'y a pas d'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne ressentent pas les émotions des autres et ils ont un ego hypertrophié. Le narcisse est un envieux et le narcisse n'est pas amoureux de lui-même, il est amoureux d'une image de lui-même. Donc en fait, sa vie est un perpétuel théâtre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il se ment à lui-même, c'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, il se ment, parce que tout est un théâtre, il n'existe que dans le regard de l'autre. Et toute sa vie, ça va être en fait un déni pour protéger son ego de la réalité. Parce que le problème, c'est que, évidemment, que les autres existent, évidemment qu'ils ne sont pas aussi intelligents, aussi grandioses que ce qu'ils sont. Donc forcément, la réalité va les confronter au réel, quoi, c'est-à-dire à ce qu'ils ne sont pas, ou plus exactement à ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas quelqu'un d'extraordinaire. Et donc la tactique, ça va être de s'en protéger dans le déni, en réinventant une réalité. Donc Trump, c'est assez pratique. Alors je conseille à tout le monde de se documenter auprès du docteur Marie-France Irigoyen, qui a quand même, c'est elle qui a, comment dirais-je, conçu et publié la notion c'est pas elle qui a inventé le pervers narcissique, mais le harcèlement moral, c'est elle qui l'a mis et qui a donné lieu à des lois contre ça. C'est grâce à elle, parce que c'est une psychiatre assez extraordinaire, très précise. Donc je conseille d'aller sur YouTube et d'écouter des interviews, ça c'est facile. Et elle écrit très très bien le livre Les Narcisses, édition La Découverte par Marie-France Irigoyen. Donc pour le narcisse grandiose, je vais juste dire les 9 critères du trouble du TPN, un trouble de la personnalité narcissique. Encore une fois, il y a aussi un narcissisme sain, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est narcissique. La différence, c'est que le narcisse sain, donc on a tous besoin d'un petit peu de narcissisme, un peu, c'est pas de la confiance en soi, mais il faut tous quand même y croire un petit peu pour y arriver, mais ça devient pathologique à partir du moment où on n'arrive plus à tenir compte de l'autre. Donc les 9 critères, premier critère, alors comme dit Madame Irigoyen, Trump coche toutes les cases. Premier critère, le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Il s'attend à être reconnu comme un expert. Deuxièmement, est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, d'amour idéal. Troisièmement, pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Quatrièmement, a un besoin excessif d'être admiré. Cinquièmement, pense que tout lui est dû. Donc, vous voyez, je pense que chez pas mal d'auditeurs, ça commence à faire sens. Sixièmement, exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il utilise l'autre pour parvenir à ses fins. Septièmement, manque d'empathie. Ça va même chez Trump, il n'y a tellement pas d'empathie qu'il est inaccessible à la honte. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. Pourquoi? Parce que la honte, on avait fait, je crois, une chanson là-dessus, c'est une représentation qu'on se fait de ce que pense l'autre.
Mais c'est vrai que si tu t'en fous de ce que pense Si l'autre, mais c'est même pas qu'il s'en fout, c'est il y a un problème de développement, je pense. C'est-à-dire que l'autre, il n'existe pas, sinon comme un objet ou un truc à manipuler ou pour le servir, donc il ne peut pas avoir honte parce qu'il n'y a même pas de représentation de l'autre. Huitièmement, c'est au sujet de l'envie, qui est une grosse part de mon travail, hein. Envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Neuvièmement, fait preuve d'attitude et comportement arrogant et hautain. Alors, ce que je propose, je ne vais pas m'étendre trop sur ces narcissiques grandioses, parce qu'il y en a plein, Berlusconi, Trump. Dans la politique, il y en a plein. Pratiquement tous les présidents sont comme ça, quasiment. Mais pas tous. Ils sont en général tous narcissiques, mais je voudrais juste parler brièvement des narcissiques vulnérables, c'est-à-dire les narcissiques grandioses, ils pêchent par excès d'amour de soi, et les vulnérables, c'est par insuffisance d'amour de soi. Alors, les narcisses vulnérables, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer. On les voit pas trop facilement. Il y a deux profils. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le narcissisme, ça s'appelle aussi narcissisme défaillant, hein. Défaillant et vulnérable, il est beaucoup plus fréquent. Ce sont des gens qui ont des fantasmes, ils ont quand même un moi grandiose, quoi qu'on dise, hein, ils ont des fantasmes de réussite et de succès, etc. Ils ont du mal à tenir compte des autres, ils estiment que tout leur est dû aussi, mais ils le cachent, et ils accordent une importance exagérée, il y a un problème d'estime de soi, hein, à la reconnaissance des autres. Comme ils sont centrés sur eux-mêmes, ils vivent leurs difficultés de manière particulièrement négative, et ils sont très souvent anxieux, envieux et dépressifs. Et la différence des grandioses, c'est qu'ils ont une petite conscience au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils peuvent se cacher derrière une fausse modestie, c'est difficile à dépister, hein. C'est vraiment pas simple, hein. Donc en gros, ils ont, comme les grandioses, ils ont constamment besoin d'être rassurés, et ils compensent au détriment des autres pour les grandioses, et parfois au détriment d'eux-mêmes pour les vulnérables. Alors, il y a un premier profil, c'est difficile je pense que ça va être difficile de me faire comprendre. C'est des individus qui ont une basse estime de soi et un sentiment de dévalorisation, mais en même temps, ils ont un grand besoin de reconnaissance extérieure. Ce qui fait que ce sont des gens qui souffrent beaucoup, et comme tous les narcisses, ils sont extrêmement susceptibles. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est-à-dire la moindre critique les hante. Donc, la critique, en théorie, ça devrait leur faire ressentir un sentiment de honte, qui est le sentiment de l'infériorité qu'on sent dans les yeux d'autrui. Mais alors chez les grandioses, ça n'existe pas parce qu'ils rejettent par un mécanisme de clivage, parce que les autres, c'est autre chose, hein, ça n'existe pas. Alors, chez les vulnérables, c'est pas exactement ça. Ils ont honte de ne pas être ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Donc, en fait, il y a une grosse différence. Ah oui, genre ils voudraient être, je sais pas moi, une star de la chanson, en fait ils ne le sont pas et donc ils ont honte de ne pas l'être. Oui, mais en même temps, ils ont une représentation inconsciente d'un soi grandiose. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est assez compliqué, c'est inconscient, ils ont un soi grandiose, un moi grandiose, et en même temps un sentiment de vide intérieur et d'infériorité. Donc c'est très très difficile à gérer ça. Et le second profil est différent. Alors comme c'est une personne publique, je peux donner son nom, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Irigoyen, c'est François Hollande. Il a une haute estime de soi, mais c'est instable, c'est-à-dire qu'il a bien conscience aussi qu'il n'est pas à la hauteur, et il est aussi un peu méfiant qui cache. Il est assez proche de la personnalité paranoïaque. C'est-à-dire que dans le fond, il est extrêmement susceptible, et il est très facilement dévalorisé et humilié. Et donc, ça peut conduire à des tentatives de suicide. Et alors, malheureusement, ce qui frappe aussi, c'est que ce sont ceux-là qui sont responsables à la fois de cyberharcèlement et de tueries de masse dans les écoles, notamment aux États-Unis. Mais si normalement, parce que ça aussi, je pense qu'il y a le terrain, il y a aussi la société, parce que la société en sphère dynamique dans laquelle on est en ce moment en orange, crée ça. Hein, c'est-à-dire l'individualisme, vous le valez bien. En fait, ce qu'il faut, c'est, comment dire, flatter les gens pour qu'ils consomment. Et cette société est compétitive et elle est narcissique. Elle se regarde trop le nombril. Et Madame Irigoyen l'a dit. Alors, il y a des études très intéressantes, comme par exemple en Allemagne. Avant la réunification en Allemagne de l'Est, il n'y avait quasiment pas de narcissiques.
En Allemagne de l'Ouest, il y avait un taux, je ne peux pas dire combien, mais quelques 15-20 ans après, il y a le même taux partout. Donc, il y a la génétique, je pense, puis il y a aussi l'environnement, les conditions de Oui, société. En c'est fait, sûr c'est un que les truc. conditions de société, en fonction de ce qui est valorisé, ça... Voilà. Alors, tout ça pour dire que pour l'instant, j'ai encore pas parlé de la chanson, parce que le pervers narcissique, c'est encore autre chose. Attends, juste sur les narcisses durables, tu as aussi, par exemple, les gens au taf qui font rien et qui font croire qu'ils font des trucs parce qu'ils ont besoin de se... Non? Oui, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui sont tout le temps déçus. C'est aussi un peu le... Parce que j'avais Oui, qui sont mis... pas pris, par exemple, à un poste et ils vont dire, on m'a savonné la planche, alors au lieu de dire qu'ils sont juste... reconnaître qu'ils sont un peu nuls et qu'ils auraient dû plus taffer. Voilà, ça peut être ça. C'est pas caractéristique, mais c'est un gros symptôme. Et par exemple, il y a une chanson qui peut être attachée à ça, c'était Le créancier du monde. Le gars qui dit, moi j'ai jamais de chance, en fait, en fait c'est ça. En général, j'ai mis ça dans le chapitre sur l'envie, mais de toute façon, l'envie c'est quelque chose de dominant chez le narcisse. Ils ont une grosse problématique d'envie, et donc on revient toujours aux mêmes choses. Alors, le pervers narcissique, ça n'a rien à voir. C'est à la fois un narcissique et un pervers. C'est-à-dire, c'est un narcissique, il a besoin d'un théâtre, il a besoin de spectateurs, et un pervers, il a besoin d'une proie. Mais en fait, ils ne raisonnent pas du tout comme les autres. Ils sont narcissiques, mais ils se cachent. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont séduire leur proie. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont rien, donc ils veulent s'incorporer la proie. Donc pendant 1, 2, 3 ans, ils vont la séduire. En général, ils s'attaquent à des gens très sympas, qui ont plein d'énergie, parce qu'ils veulent pomper cette énergie. Et ils masquent cette méchanceté sous un abord charmeur et socialement conforme. Donc ils n'éveillent pas la méfiance. Et notamment en société, ils font quasiment rien voir. C'est pour ça que quand il y a un problème, les enregistrements, ça peut être important, parce que quand il n'y a pas de témoin, ils se lâchent. C'est des gens qui sont totalement différents. C'est ce que j'ai voulu dire dans la porte, dès qu'ils ferment la porte. C'est des gens qui sont complètement différents quand il y a du monde ou pas. Quand ils sont en famille. Alors le pervers narcissique, il est aussi terrible avec ses propres enfants, hein, parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Et la différence, c'est que c'est très particulier. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent la souffrance, mais ils aiment bien faire souffrir, parce ils sont pervers. C'est-à-dire, ils prennent du plaisir, en fait, non seulement à faire du mal, mais à se valoriser au détriment d'autrui. En fait, ils ne peuvent se valoriser comme ils ne sont pas au-dessus. La seule façon qu'ils ont, c'est ce que j'ai mis dans ma chanson, hein, la seule personne qu'il aime, c'est lui-même. En fait, c'est même pas lui-même, c'est une image de lui-même. Il doit détruire pour exister. Quand l'autre surpasse le narcisse, il faut qu'il le casse, tout de suite. Et en fait, parce que comme ils n'arrivent pas à être au-dessus, la seule façon qu'ils soient au-dessus, c'est de rabaisser les autres. C'est un problème mécanique. Et c'est comme péter plus haut que son cul, on n'y arrive jamais. Et donc, en fait, ils sont obligés d'avoir des stratégies pour cacher ça, hein. En fait, c'est des gens qui sont vides et qui pompent le territoire psychique d'un autre pour s'approprier toutes les qualités. Leur moteur, donc ils s'attaquent à l'estime de soi, la confiance en soi, et leur moteur, c'est l'envie. Ils sont super forts pour, comment dire, pour humilier ou avilir, mais jamais, jamais par petites touches. C'est tous les jours, une petite touche. Jamais ils vont reconnaître Par que grande c'est touche, eux. tu veux dire? Pas, jamais par Si, grande. si, par des petits trucs, des petits machins. Ils attaquent jamais vraiment frontalement, mais ils sapent. C'est un petit travail de sape au quotidien. Et donc la victime, comme elle ne prend jamais ça de face, de façon de plein fouet, et comme il s'attaque à des gens qui ont une certaine loyauté, la victime commence toujours par douter. C'est ce que j'ai mis. Au début, il était charmant, c'est ça. J'ai très longtemps cru que c'était ma faute à moi, c'est exactement ça. La victime croit que c'est de sa faute, hein. Mais en fait, non. Ils attaquent jamais frontalement. Et c'est des fouteurs, ce que j'appelle des fouteurs de merde, ils supportent pas l'harmonie familiale et ils montent les personnes les uns contre les autres. Alors bien évidemment, ils reconnaissent jamais leurs échecs, et ils attribuent tous les échecs aux autres, et ils se défendent en fait par des mécanismes de projection. Et quand ils sont démasqués, qu'est-ce qu'ils font? Ça me fait penser à certains partis politiques qui sont pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est un certain parti politique là, Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le nommer, qui a truandé au Parlement européen. C'est ses héritiers qui doivent payer maintenant. Il a piqué 300 000 euros. Il y avait 2 procédures et il y en a 2 autres qui vont arriver. Encore, comment ils se défendent? Ils crient au complot, ils se posent en victime. C'est ça qu'il faut voir, c'est des stratèges
c'est des calculateurs et ils ont une capacité à mentir et surtout, ils ont un manque de scrupules et une aisance dans les relations sociales qui fait qu'en fait, ils y arrivent parce que, comme dit Madame Irigoyen tout le temps, on ne peut pas imaginer en fait qu'ils soient comme, aussi méchants, aussi horribles. On ne peut pas l'imaginer. Mais pourtant, si, même avec ses propres enfants, on ne peut pas imaginer qu'ils soient à ce stade-là. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Le problème, c'est-à-dire, c'est que dans notre société où on valorise l'efficacité, la prise de pouvoir, etc., ils réussissent vachement bien. Sarkozy est narcissique, Fillon aussi. Par exemple, une anecdote, on le prend la main dans le sac avec des emplois fictifs, il dit ben, je le vaux bien, c'est normal, je travaille pour l'État, tu vois, il n'y a pas du tout. Cahuzac. Enfin, je veux dire, la liste est super longue. Il y en a aussi, comme par exemple l'ancien maire Levallois, là, il ne comprend pas trop pourquoi il est là. Pourquoi est-ce qu'on le juge? Il ne comprend pas pourquoi il est là. Hein. Et alors, le sous-titre de livre de Marie-France Irigoyen, Les Narcisses, ils ont pris le pouvoir. C'est ça le titre, c'est Les Narcisses, ils ont pris le pouvoir. C'est que la société, elle est maintenant envahie pour ça, parce que les critères, c'est-à-dire la manipulation, le calcul, la capacité à mentir, le manque de scrupules, l'aisance dans les relations sociales, ben, ça les amène à réussir en fait, parce qu'ils ont tellement confiance en eux. En fait, la confiance va à ceux qui ont confiance en eux, mais eux, ils ont tellement confiance en eux qu'on ne s'aperçoit pas que... Ça, c'est les narcisses, c'est pas les pervers Oui, c'est narcissiques. narcisse, oui. Alors, il y en a aussi, je vais quand même donner 2 exemples, parce que sinon c'est trop théorique. Il y en a plusieurs types, mais un des plus dangereux, c'est les pervers narcissiques à tendance paranoïaque. Alors, il y a 2 exemples autour de nous. Il y a Poutine et il y a Mélenchon, qui sont de ce profil-là. Voilà, donc, je n'en dirai pas plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Marie-France Irigoyen. Mais une fois qu'on sait ça, ben, on voit autrement. C'est pour ça que quand on voit le président français qui essaye de négocier avec Poutine, qui pense, parce que lui aussi il est narcissique, et qui pense qu'il est tellement adroit et intelligent qu'il va arriver à circonvenir Poutine, mais il ne sait pas qu'en fait c'est un malade en face. Il ne sait pas. Il n'a pas compris. Enfin, c'est assez curieux qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas des gens qui lui disent tu perds ton temps, il faut montrer sa force et puis c'est tout. Et Sarkozy l'avait appris à ses dépens. Une fois, il y avait une vidéo de Sarkozy qui était KO, où on pensait qu'il avait bu après un entretien avec Poutine. C'est simplement que Poutine lui a dit écoute mon pote, toi tu as un tout petit pays, moi j'ai un pays énorme, si t'es pas content je t'écrase, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et Sarkozy s'attendait tellement pas à ça qu'il en est ressorti groggy. Mais c'est ça un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un avec qui tu discutes pas. Dans le couple, quand ça se passe mal et qu'il y a un divorce, ça va être des procéduriers dont le fond de commerce va être d'emmerder leur ex-conjoint toute leur vie. Avec des lettres recommandées, peu importe ce qu'ils dépensent et tout, c'est comme des paranos, quoi. Voilà. Donc ce que je voulais, donc, c'est juste essayer de préciser les critères pour qu'on ne confonde pas tout. Et notamment qu'à chaque fois que quelqu'un harcèle un peu ou est désagréable, il ne faut pas forcément le qualifier de pervers narcissique, il faut aller plus loin. On ne peut pas faire du diagnostic, c'est réservé aux psychiatres et il faut qu'ils voient la personne, entre autres. Donc là, si je résume, donc tu as les narcissiques flamboyants, Voilà. narcissiques vulnérables et les pervers narcissiques qui ont autre chose. C'est ça. Donc là, tu as un peu donné des pistes pour les repérer, on va dire. Oui. Bon, il y en a qui sont plus simples que d'autres. On a compris que les flamboyants, c'était plus simple que les vulnérables. Oui. Et les PN, bah, en fait, on s'en aperçoit, mais tout seul, les autres ne le voient pas. Mais est-ce qu'il y a, du coup, il y a un peu des... Comment s'en extraire alors, si on Et est un alors, peu c'est bloqué? tout à fait le problème, c'est qu'il y a une énorme tolérance de la société à ça. Moi, j'ai vu beaucoup d'exemples, notamment là, j'ai une filleule qui est quelqu'un d'absolument charmant, intelligente, brillantissime, et tout, qui est victime d'un pervers narcissique. Et ben, dans la société en question, ils ont dit bon, bah tant pis, on la laisse partir, et on fait rien contre le pervers narcissique. On est tellement habitués, la société en orange actuelle est incroyablement tolérante avec ce genre d'agissement. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je crois que les gens sont à la fois habitués et qui n'ont pas fait le diagnostic vraiment. Et comme en général, c'est des gens puissants et qui connaissent plein de gens,
et ben, ça les embête de se mettre quelqu'un à dos et ils préfèrent. Je pense qu'il y a honnêtement souvent beaucoup de ça. Oui, oui, oui. Parce que du coup, il y a un peu cette espèce de notion de pas vouloir faire de vagues. Sauf qu'après, tu te retrouves avec des ouragans, mais bon, c'est autre Exactement. chose. Avec des raz-de-marée, mais et des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est pour ça que Madame Irigoyen, qui a démonté, parce que moi j'ai quelqu'un de ma famille qui s'est aperçu de ça en lisant le livre de Marie-France Irigoyen, qu'elle était victime d'emprise, de harcèlement, etc., que son conjoint est un pervers narcissique, et s'en est aperçue parce qu'en lisant le livre, ça cochait tout. Donc là, à ce moment-là, elle a pris conscience que c'était pas de sa faute, elle a fait ce qu'il fallait, etc. Elle va se reconnaître si elle m'écoute. Je ne veux pas dire qui c'est, mais elle va très très bien se reconnaître. Ouais, et donc Parce que après, donc en c'est une fait, personne très proche de moi. mais après, du coup, quand tu as réussi à comprendre, ben, Après, c'est l'enfer, c'est ouais, c'est les compliqué. recommandés, et puis toute la vie qui lui reste, il sera comme ça. Il change pas. On ne change pas, hein. C'est inguérissable, hein. D'ailleurs, il ne consulte jamais, ou s'il consulte, comme dit Madame Irigoyen, c'est parce que je ne suis pas psychiatre, c'est contraint et forcé. De toute façon, les psychiatres, c'est des cons. Mais euh, c'est des gens qui ne changent pas, on ne gagne jamais. Donc il faut juste, En si on, fait, en gros, s'en éloigner, c'est la voilà, meilleure chose à faire. voilà, si c'est le conjoint, bah faut arrêter tout. Et puis en entreprise, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a quand même une grande tolérance et c'est difficile, toujours très très difficile à prouver parce qu'ils sont en général très malins, ils mettent des petites touches et puis après ils disent ah bah non, oh ça va. Évidemment qu'ils n'assument pas et puis quand ils sont pris la main dans le sac, ils se posent en victime. Et après c'est très très difficile pour l'entourage parce que la personne harcelée en général est fatiguée, déprimée, des fois elle s'énerve et l'autre il est toujours très très maître de lui-même. Et donc dans les couples, ils disent bah voyez, regardez, elle est complètement folle. C'est lui qui la rend folle. Et les gens qui ne sont pas formés, ils voient quelqu'un qui pète les plombs et quelqu'un qui est très très maître de lui-même. Moi j'ai vécu ça aussi dans le boulot, autrement avec une paranoïaque. Dans toute la procédure, elle était très maîtresse d'elle-même et tous les autres membres du cabinet, ils étaient à cran, ils étaient fatigués. Et elle paraissait pour la personne sensée, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Ouais, 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 parce que ça va pomper l'énergie. Mm. Et donc ça glace un peu le sang tout ça, mais bon, c'est important quand même de connaître les mécanismes pour pouvoir Voilà. se protéger et comprendre aussi. En tout cas, aux États-Unis, il y a une épidémie de narcissisme, hein. Il y a un prénom unique, qui est un prénom extrêmement donné souvent aux États-Unis, unique. Et les gens se disent pas, purée, on est je sais pas combien de millions, je ne suis pas unique. Mais comme on l'a dit dans une émission précédente, aimer son prochain, tu te souviens, Simone Veil, c'est-à-dire que se considérer comme ordinaire, à l'heure actuelle, ça devient extraordinaire. Parce que finalement, on est tous n'importe qui, hein. On est tellement nombreux, on est quelque part unique, mais aussi quelque part, on est vraiment le un parmi d'autres, quoi. Pour terminer, pourquoi est-ce qu'on a des pistes de savoir pourquoi il y a de plus en plus de narcissiques et Alors d'européennes? ça, c'est pas mon boulot, mais moi je sais, enfin, Madame Irigoyen dit que c'est la société qui les encourage. Alors, mais c'est pas mon domaine de prédilection, donc je peux pas trop Ok, aborder le sujet. Moi, je sais que moi, la société, quand même, on crée beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui sont quand même très, très narcissiques, à la limite du pathologique, mais qui tiennent encore compte des autres, qui sont quand même capables de s'intégrer, de faire des choses. d'accord, donc en fait, ceux-là, on les démasque pas trop parce qu'au Bah final, si, ça se voit, mais c'est pas du pathologique, c'est un fort narcissisme non pathologique. d'accord, donc donc il y a des degrés un Et peu. il y a un grand lien avec l'estime de soi, mais j'aborderai pas ça parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Ce qui est sûr, c'est que l'estime de soi est fragile, parce qu'elle peut être haute ou basse et fragile. Ok, Parce qu'ils disent que l'estime de soi des narcissiques grandioses est plutôt basse et qu'ils ont besoin de Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Autant chez les vulnérables, il y en a deux types. Un avec une haute estime de soi, l'autre avec une basse estime de soi. La haute estime de soi, c'est François Hollande qui est un peu parano, qui peut être confondu avec un parano et qui peuvent être responsables de tueries dans les écoles. Et la basse estime de soi, c'est un truc, c'est difficile à dépister. Il faut vraiment être près de la personne, travailler avec et tout pour voir. C'est par exemple des gens qui n'en loupent pas une. Par exemple, quand moi je fais quelque chose de pas bien, ben, hop, il se précipite dessus pour bien le mettre en. Aussi, il y a des critères, c'est l'ombre. À partir du moment où on fait de l'ombre à quelqu'un,
par nos réussites, etc., il y a une petite suspicion. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'envie, hein. Mais l'envie est souvent, puisque l'envie est la problématique majeure du narcisse, hein. Donc je répète, sentiment grandiose, envie, jalousie des autres, et absence d'empathie. Eh bien, merci. Et on retient du coup le livre de Marie-France Irigoyen Ouais. qui Ça s'appelle s'appelle Les Narcisses, Les Narcisses. sous-titre Ils ont pris le pouvoir. Ok. Et surtout, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, regardez simplement des interviews de Marie-France Irigoyen sur YouTube. Elle explique comment, et après quand on regarde comment Trump agit, il protège. Je me souviens d'une fois, sa première investiture où il y avait une photo de l'investiture d'Obama devant le Capitole, il y avait plein de monde, la photo de Trump, il n'y avait personne, et il a conclu, son chef de cabinet, ou je ne sais plus, son chargé de com, avait dit, il n'y a jamais eu autant de personnes à une investiture, point barre. C'est-à-dire qu'en fait, il se protège de la réalité en la changeant tout le temps. Donc c'est pour ça aussi qu'il fait des fake news sans arrêt. Il, il dit que des trucs faux pour que les gens arrêtent de voir où est la réalité, parce que c'est sa façon de faire, c'est de noyer le poisson dans des fausses nouvelles en permanence. Alors une dernière chose sur les pervers narcissiques, pour moi tout se passe comme, en fait, comme ils ont un malaise permanent, ils ont besoin d'un bouc émissaire en permanence. Tout se passe comme si ils avaient ce besoin de bouc émissaire en permanence. Alors, ça ne veut pas dire que les autres approches sont fausses, hein. C'est les 4 cadrans de Ken Wilber, on peut, comment dirais-je, aborder une situation complètement différemment, sous un angle différent, et c'est pas pour ça que les autres approches sont fausses. Mais donc, en conclusion, pour moi, c'est des gens qui ont besoin d'un bouc émissaire en permanence. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. C'était passionnant, c'était puissant et ça éclaire beaucoup. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Sûrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.